S'il vous plaît, aidez-moi. Sa voix n'était guère plus qu'un faible murmure dans une ruelle sombre de Chicago. Scarlett était pliée en deux, les bras serrés autour de son ventre de femme enceinte, tandis que les contractions secouaient son corps par vagues. Elle essayait sans cesse de s'agripper à un lampadaire pour ne pas s'effondrer, mais ses genoux avaient déjà cédé depuis longtemps. Les gens passaient à côté d'elle comme si elle était invisible. Une femme lui jeta un coup d'œil puis détourna le regard, faisant semblant d'être au téléphone. Un homme enjamba son sac à main tombé par terre sans même se baisser. Les voitures passaient à toute vitesse, leurs phares l'éclairant brièvement avant de disparaître, la laissant dans l'obscurité. Une pauvre femme, épuisée dans les bidonvilles. Qui s'en souciait? Ses vêtements étaient usés, ses yeux bleus étaient enfoncés à cause de trop nombreuses nuits blanches. Ses cheveux bruns roux étaient secs et emmêlés, collés à son front trempé de sueur. Elle ressemblait à quelqu'un que le monde entier avait abandonné depuis longtemps. Et peut-être que c'était vraiment le cas. Mon bébé, s'il te plaît. L'hôpital. Elle avait un goût métallique dans la bouche à force de serrer les dents pour supporter la douleur. Son téléphone était déchargé. Elle n'avait pas d'argent pour prendre un taxi. Personne ne répondait lorsqu'elle appelait son petit ami. Elle était complètement, totalement seule. Puis une voiture noire élégante et brillante s'arrêta. La porte s'ouvrit. Un homme en sortit, grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Son visage était froid comme une pierre sculptée dans l'obscurité. Ses yeux gris tempête la balayèrent, sans la pitié ou le dégoût que les autres lui témoignaient habituellement. Il la regardait comme s'il l'évaluait, comme s'il prenait une décision. Scarlett ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas ce qu'avaient fait les mains qui s'étaient tendues vers elle. Elle ne savait pas que toute la ville de Chicago tremblait à l'évocation de son nom. Pour elle, à ce moment-là, il était simplement son dernier espoir. S'il vous plaît. Elle leva le visage vers l'inconnu, la voix brisée. Emmenez-moi à l'hôpital. Mon bébé. Mais le destin a tendance à cacher les miracles derrière les visages les plus dangereux. Car l'homme qu'elle suppliait, l'homme qui retira tranquillement son manteau coûteux et l'enveloppa dedans. L'homme qui la souleva doucement pour la mettre dans la voiture et resta à ses côtés pendant les moments les plus terrifiants de cette nuit-là n'était pas seulement un inconnu. C'était Vincent Moretti, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago. L'homme dont un simple signe de tête pouvait faire disparaître quelqu'un. L'homme dont la prochaine décision allait changer toute sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins est celle qui est envoyée pour réécrire l'histoire de votre vie. Parfois, un ange porte les vêtements d'un démon, et parfois, votre moment le plus désespéré devient le début de votre destin. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une histoire qui touche le cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car les plus belles histoires vous attendent encore. Vincent aida Scarlett à s'installer sur la banquette arrière avec douceur mais fermeté, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il ne voulait pas casser. Elle s'enfonça dans le cuir frais, respirant difficilement, son corps tremblant sans qu'elle puisse le contrôler. La portière de la voiture se referma avec un léger clic, la coupant du monde extérieur, de la ruelle sombre, de tous ses regards indifférents. Vincent monta de l'autre côté et s'assit à côté d'elle au lieu de prendre la place avant. Il ne dit rien, se contentant de tapoter légèrement la cloison. L'homme au volant tourna la tête, son regard glissant sur Scarlett avec une lueur de surprise avant de revenir à la normale. « Marco, dit Vincent d'une voix basse et calme, conduit aussi vite que possible à Street Mary. »« Oui, patron. » La voiture démarra si doucement que Scarlett le sentit à peine, mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Une autre contraction la frappa, plus forte que toutes les précédentes, la déchirant de l'intérieur. Elle serra les dents, essayant de ravaler son gémissement, mais son corps ne lui obéissait pas. Un petit cri s'échappa malgré tout, empreint de douleur et de désespoir. Puis, sans réfléchir, elle attrapa la chose la plus proche que sa main put trouver. C'était la main de Vincent. Ses doigts se refermèrent si fort sur la sienne qu'elle savait que cela devait lui faire mal. Mais il ne retira pas sa main. Il ne broncha pas. Il ne recula pas. Il laissa simplement sa main là où elle était, immobile dans la sienne, solide comme une ancre dans la tempête. Respire. Sa voix se fit à nouveau entendre, basse et calme, comme s'il avait fait cela 1000 fois. Scarlett ouvrit les yeux et le regarda à travers le voile de ses larmes.
Il la fixait droit dans les yeux. Pas la moindre trace de panique dans ses yeux gris. Inspire. Il prit une lente inspiration, lui montrant comment faire. Expire. Elle l'imita, même si son corps luttait contre elle. Même si la douleur tentait de l'engloutir, elle inspirait à son rythme, expirait à son rythme. Plus lentement cette fois, dit-il, et elle obéit. La contraction s'atténua, toujours présente, mais sans plus la déchirer. Elle pouvait respirer. Elle pouvait vivre, bien. Ces deux mots, simples et courts, la touchèrent au plus profond d'elle-même. Un endroit que personne n'avait touché depuis très très longtemps. Elle baissa les yeux vers sa main, qui serrait toujours la sienne. Sa peau était chaude. Sa main était grande et rugueuse, avec de légères cicatrices qu'elle ne pouvait distinguer clairement dans l'obscurité. « Je suis désolée », murmura-t-elle en essayant de lâcher prise. Mais ses doigts ne l'écoutaient pas. « Vous n'avez pas à vous excuser, dit-il, d'un ton toujours aussi calme et posé. Elle déglutit, la gorge sèche et brûlante. « Qui êtes-vous » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, fragile et haletante. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre où la ville défilait comme des rubans de lumière estompés. Puis il se tourna vers elle, ses yeux gris indéchiffrables. « Quelqu'un qui vous emmènera à l'hôpital, c'est tout. Pas de nom, pas d'explication, rien de plus. Mais la façon dont il l'avait dit, la façon dont il laissait toujours sa main reposer dans la sienne, la façon dont il n'était pas parti alors que tous les autres s'étaient détournés, tout cela en disait plus long que n'importe quel mot. Une nouvelle vague de douleur la frappa, et cette fois, Scarlett n'essaya pas de la cacher. Elle serra la main de Vincent, se pencha en avant, tout son corps se raidissant. Il resta. Il ne retira pas sa main. « On y est presque !» cria Marco depuis le siège avant. « Encore 2 minutes !» Scarlett l'entendit, mais ne put répondre. Son monde se rétrécit jusqu'à n'être plus que douleur, respiration saccadée et la main qui la tenait pour l'empêcher de tomber dans l'abîme. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Elle ne savait pas ce qu'il voulait. Mais à ce moment-là, au milieu de l'obscurité et de la peur, il était la seule chose réelle qui lui restait. Et elle s'accrocha à lui comme elle s'accrochait à la vie, tandis que la voiture s'arrêtait devant l'entrée des urgences dans un freinage doux et contrôlé. La lumière blanche et crue des néons de Street Mary's traversait le pare-brise, éblouissant Scarlett après avoir passé tant de temps dans l'obscurité. Elle cligna des yeux, essayant de faire le point sur le monde qui l'entourait. Mais tout était flou sous le poids de la douleur et de l'épuisement. Vincent n'attendit pas. Il ouvrit la porte, sortit, puis se retourna vers elle. Avant même que Scarlett n'ait le temps de réagir, il glissa un bras sous ses genoux, l'autre derrière son dos, et la souleva délicatement du siège. Elle voulait dire qu'elle pouvait marcher toute seule, mais son corps savait que c'était un mensonge. Elle ne pouvait même pas se tenir debout, alors elle resta silencieuse, laissant sa tête reposer contre son épaule, captant le léger parfum de bois de santal sur son costume et le rythme régulier de son cœur sous sa poitrine. Les portes vitrées automatiques s'ouvrirent. Vincent porta Scarlett jusqu'aux urgences et tout changea en un instant. L'infirmière à l'accueil leva les yeux, ouvrit la bouche pour poser une question, puis la referma immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit si rapidement que cela en était presque visible. Un médecin qui passait par là s'arrêta net, la tasse de café qu'il tenait dans la main manquant de tomber par terre. Il regarda Vincent, puis Scarlett, puis Vincent à nouveau, comme s'il avait besoin de confirmer que ce qu'il voyait était bien réel. « Monsieur Moretti », balbutia l'infirmière, la voix tremblante. « Comment pouvons-nous vous aider? Elle est sur le point d'accoucher, » dit Vincent d'un ton froid et sec. À ce moment-là, personne n'avait besoin qu'on le répète 2 fois. L'infirmière se précipita vers le téléphone et appela à l'aide d'une voix qui ressemblait presque à un cri. Le médecin disparut derrière une porte, puis réapparut quelques secondes plus tard avec un brancard et 2 autres infirmières à ses trousses. Il se déplaçait rapidement, efficacement, sans perdre un mot. Mais Scarlett remarqua quelque chose d'étrange. Ils ne la regardaient pas. Ils regardaient Vincent. Et dans leurs yeux, ce n'était pas de l'inquiétude ou de la concentration professionnelle. C'était de la peur. Une peur primitive et réelle. Comme s'ils se trouvaient face à un animal sauvage qui pouvait les mettre en pièces à tout moment. Vincent la déposa doucement sur le brancard, avec précaution,
comme si elle était en verre. Elle attrapa la manche de sa veste avant de pouvoir s'en empêcher. Elle ne voulait pas le lâcher, elle ne voulait pas perdre la seule chose qui la faisait se sentir en sécurité dans cette nuit de folie. Mais ensuite, elle se souvint, elle ne le connaissait pas, il ne lui devait rien, il en avait déjà fait assez. « Merci », murmura-t-elle en essayant de lâcher prise. « Vous n'avez pas besoin de rester. Je vais bien. » L'infirmière commença à pousser le brancard. Scarlett sentit la distance entre elle et Vincent s'élargir centimètre par centimètre. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur se serrait ainsi. Ce n'était qu'un inconnu. Il l'avait aidée. C'était suffisant. Cela aurait dû suffire. Puis elle entendit des pas derrière elle, réguliers, assurés. Ni précipités, ni lents. Elle tourna la tête et vit Vincent la suivre. Une main dans la poche, le visage toujours froid comme la pierre, comme si sa présence ici était la chose la plus naturelle au monde. « Vous n'êtes pas obligé, commença-t-elle. « Je sais, l'interrompit-il sans la regarder. Le brancard roula à travers les doubles portes menant à la maternité. Une infirmière se retourna vers Vincent, l'air perplexe. « Monsieur, seule la famille est autorisée à entrer. » Vincent s'arrêta. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder. Un seul regard suffit à l'infirmière pour ravaler sa salive, reculer d'un pas et se détourner comme si elle n'avait jamais ouvert la bouche. Les portes se refermèrent derrière eux. Scarlett était allongée sur le brancard, fixant le plafond d'un blanc immaculé, entendant les infirmières crier des chiffres concernant la dilatation et le rythme cardiaque du bébé. Mais elle entendait aussi ses pas, maintenant debout quelque part dans un coin de la pièce, silencieux comme une ombre. Il était resté. Même lorsqu'elle lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de rester, même s'il ne la connaissait pas, même s'il avait 1 million de raisons de partir et d'oublier cette nuit, il était resté. Et Scarlett, entre deux vagues de douleur, entre la peur et l'épuisement, sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour, ni de la simple gratitude, mais autre chose, quelque chose qu'elle avait oublié depuis très longtemps. Le sentiment de ne pas être seule. La douleur la frappa comme un raz de marée. Sans avertissement, sans pitié, Scarlett serra les dents. Tout son corps se raidit sur le lit d'accouchement, ses doigts s'enfoncèrent dans le drap blanc jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches comme des os. Elle entendit la voix du médecin quelque part au pied du lit. Elle entendit le bip régulier des moniteurs. Elle entendit les infirmières crier des chiffres qu'elle ne comprenait pas. Mais tout cela lui semblait venir d'un autre monde, lointain et flou. Son monde n'était plus que douleur. Une douleur qui la déchirait de l'intérieur, comme si quelqu'un essayait d'arracher son âme de son corps. « Poussez », dit le médecin. « Poussez, piche. » Scarlett essaya. Elle essaya vraiment. Mais son corps était épuisé depuis bien avant son arrivée ici. À cause des nuits sans sommeil, des repas qui n'étaient même pas des repas, de mois de grossesse vécus dans la solitude et la peur, elle n'avait plus rien. Elle ne pouvait pas. « Je ne peux pas le faire », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte. « Je ne peux pas. » La panique commença à monter dans sa poitrine, lui serrant la gorge, lui coupant le souffle. Elle voulait abandonner. Elle voulait que tout s'arrête. Elle voulait disparaître de cette pièce, de ce corps, de cette vie. Puis une main se referma sur la sienne, forte, ferme, chaude. Scarlett ouvrit les yeux, sans même savoir quand elle les avait fermés. Et elle vit Vincent. Il se tenait juste à côté du lit, ce visage froid et impitoyable, toujours indéchiffrable, mais ses yeux gris étaient fixés sur elle avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Pas de la pitié, pas de la peur, mais de la détermination. Comme s'il lui disait qu'elle pouvait y arriver, avant même que sa bouche ne forme un seul mot. « Regarde-moi », dit-il d'une voix basse et claire, qui transperçait le chaos sonore de la pièce. « Regarde-moi, c'est tout. » Elle fixa ses yeux gris tempête et s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Inspire. » Il prit une lente inspiration. Scarlett l'imita, même si ses poumons lui brûlaient. « Expire. » Il expira. Elle expira aussi, tremblante, mais toujours déterminée. « Bien. Continuez. » Une autre contraction la frappa, plus violente que toutes les précédentes. Scarlett serra la main de Vincent si fort qu'elle était sûre de lui faire mal. Mais il ne se retira pas. Il ne broncha pas. Il se contenta de serrer sa main en retour, comme pour lui dire qu'il était là. Il n'irait nulle part. Elle n'était pas seule. « Poussez !» cria le médecin.
Je vois la tête du bébé pousser fort. Oh! Scarlett serra les dents et mit toute l'énergie qui lui restait dans son corps meurtri et épuisé dans une seule poussée. Elle hurla, ne se souciant plus de sa dignité ni du silence. Elle hurla de douleur, de peur, de désespoir, d'espoir, de toutes les émotions qu'elle avait refoulées pendant trop longtemps. Puis, au plus fort de la tempête, un cri retentit, clair, aigu, vivant. Le cri d'une nouvelle vie qui venait au monde. Le monde s'arrêta. Scarlett haletaillit, la vue brouillée par les larmes et l'épuisement. Mais elle se força à regarder vers le pied du lit. Elle vit le médecin soulever un petit nouveau-né, rouge et glissant, qui pleurait comme s'il voulait que le monde entier sache qu'il était arrivé. « Une petite fille », dit le médecin d'une voix chaleureuse, en parfaite santé. Une infirmière s'avança et posa doucement le bébé sur la poitrine de Scarlett. La peau chaude de sa fille touchait la sienne. Et à cet instant, toute la douleur s'est dissipée. Toute la peur s'est évanouie. Toutes les vieilles blessures n'avaient plus aucune importance. Il n'y avait plus que de l'amour. Pur, inconditionnel, si intense qu'il lui coupait le souffle. « Mon bébé », murmura Scarlett, les larmes coulant sur son visage alors même que sa bouche souriait. « Je suis là maintenant », dit-elle en embrassant le front de sa fille, respirant le parfum de cette nouvelle vie. Elle sentit ce petit cœur battre sous sa paume. « Grace », murmura-t-elle, prononçant le prénom qu'elle avait choisi des mois auparavant. « Tu es ma grâce. » Elle oublia Vincent, elle oublia tout, elle ne regardait que sa fille, plongée dans le moment le plus sacré de sa vie. Mais lorsqu'elle releva enfin la tête, elle vit qu'il était toujours là, silencieux, comme une ombre fidèle. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Quelque chose y brillait, faible et fugace. Mais Scarlett aurait juré l'avoir vu. Elle vit un sourire, juste une légère courbe au coin de sa bouche. Presque imperceptible, mais bien présent, et étrangement beau sur ce visage froid comme la pierre. « Merci », dit-elle, la voix rauque à force de crier et de pleurer. « Merci d'être resté. » Vincent ne répondit pas. Il se contenta d'un léger signe de tête, un geste si subtil qu'il en était presque invisible. Puis il recula, comme pour leur rendre leur intimité, à elle et à sa fille. Mais il ne partit pas. Il resta debout dans un coin de la pièce, aussi silencieux qu'à son arrivée. Et Scarlett, submergée par une vague de joie, réalisa soudain quelque chose d'étrange. Elle ne savait rien de cet homme. Mais dans la nuit la plus longue de sa vie, il était le seul à être resté. Près d'1 heure après la naissance de Grace, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement dans un grand fracas. Scarlett sursauta et serra instinctivement sa fille contre sa poitrine. Elle leva les yeux et vit Derrick debout dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, la chemise froissée, les yeux injectés de sang, comme s'il venait de se réveiller après une longue nuit d'ivresse. Son regard balaya la pièce, passant de Scarlett au bébé, puis s'arrêta sur Vincent, debout dans le coin. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit Derrick, les mots pâteux, mais chargés de menaces. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans la chambre de ma petite amie? » Vincent ne bougea pas. Il se contenta de regarder Derrick avec des yeux aussi froids que la glace. Son visage était dépourvu de toute émotion. Ce silence sembla rendre Derrick encore plus furieux. « Je te parle », aboya Derrick en s'approchant de Vincent, pointant son doigt vers son visage. « Qui diable es-tu? Pourquoi es-tu ici avec elle? »« Derrick, arrête !» dit Scarlett, épuisée, mais essayant de garder une voix calme. « Il m'a aidé. J'ai commencé le travail dans la rue et il m'a amené à l'hôpital. » Derrick se tourna vers elle, le regard plein de suspicion et de mépris. « Tu veux me faire croire qu'un inconnu a décidé d'être gentil et de t'amener à l'hôpital pour que tu accouches de mon enfant? Tu me prends pour un idiot? »« C'est la vérité, » dit Scarlett, épuisée non seulement par l'accouchement, mais aussi par cette conversation. « Je t'ai appelé des dizaines de fois, mais tu n'as pas répondu. J'étais occupé, » rétorqua Derrick. « Ce n'est pas une raison pour avoir un inconnu dans la chambre avec toi. » Il se tourna vers Vincent, les yeux plissés d'hostilité. « Sortez, nous n'avons plus besoin de vous ici. » Vincent ne dit toujours rien. Il resta simplement là, calme, comme si les paroles de Derrick n'étaient rien de plus qu'un souffle de vent. Ce calme poussa Derrick à bout. « Vous êtes sourd? » Derrick fit un pas de plus, le poing serré. « J'ai dit, sortez, vous m'entendez? » Scarlett observait la scène, le cœur serré. Elle connaissait Derrick. Elle connaissait son tempérament.
Quand il buvait, il devenait agressif, impossible à raisonner. Elle avait peur qu'il fasse quelque chose de stupide. Mais elle avait encore plus peur quand elle regardait Vincent dans les yeux, car dans ce gris, elle voyait quelque chose de dangereux, de froid, de mortel, comme si, dès l'instant où Derek poserait la main sur lui, il ne ressortirait jamais de cette pièce de son propre chef. Vincent, dit-elle, utilisant son nom pour la première fois depuis leur rencontre. Ça va, tu peux y aller maintenant, je vais bien. Le regard de Vincent passa de Derek à elle. Pendant une fraction de seconde, elle aurait juré avoir vu quelque chose s'adoucir dans ses yeux impitoyables. Puis il fit un léger signe de tête et se dirigea lentement vers la porte. Derek laissa échapper un reniflement moqueur, la poitrine gonflée de triomphe, comme s'il venait de gagner un combat. Mais lorsque Vincent le dépassa, il s'arrêta juste à côté de Derek. Les deux hommes se tenaient presque côte à côte, et le contraste entre eux n'avait jamais été aussi marqué. Derek, sale et négligé, empestant la bière. Vincent, impeccable et noir, rayonnant d'une puissance froide et dangereuse. « Elle vient de passer une nuit difficile », dit Vincent d'une voix si basse que Scarlett dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Si tu es intelligent, tu la traiteras comme elle le mérite. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?» grogna Derek entre ses dents serrées. « Tu m'as bien entendu, » dit Vincent, et il s'éloigna sans se retourner. Mais avant de sortir, il posa quelque chose sur la table à côté du lit de Scarlett. Une carte de visite noire sur laquelle figurait uniquement une ligne de chiffres argentés qui brillait sous les lumières de l'hôpital. Pas de nom, pas de titre, seulement un numéro de téléphone. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « N'importe quoi. » Puis il disparut par la porte, laissant derrière lui un lourd silence dans la pièce. Derek se précipita vers la table, saisit la carte et la jeta à la poubelle. « Fils de... » cracha-t-il. « Pour qui te prends-tu pour me dire comment vivre? » Scarlett ne dit rien. Elle se contenta de fixer la poubelle où la carte était tombée, un sentiment étrange montant dans sa poitrine. Derek se retourna vers elle, les yeux toujours injectés de sang. « Tu as quelque chose avec ce type? » demanda-t-il, la voix pleine de suspicion. « Non, » répondit Scarlett épuisée. « Je t'ai dit qu'il m'avait seulement aidé. » Derek la fixa longuement, comme s'il cherchait une trace de mensonge. Puis il renifla et s'affala dans le fauteuil, sans même regarder le bébé dans ses bras. « La prochaine fois, ne laisse pas un inconnu te toucher, » dit-il. « Tu es à moi. » Scarlett serra Grace plus fort contre elle, sentit la chaleur du petit corps de sa fille et ne dit rien. Cette nuit-là, alors que Derek s'était endormi dans le fauteuil, ronflant bruyamment, elle sortit discrètement la carte de visite de la poubelle. Elle la glissa dans la poche de sa chemise d'hôpital, sans même savoir pourquoi elle faisait cela. Elle savait seulement qu'elle ne voulait pas la perdre. Pas encore. Le lendemain matin, Derek partit tôt sans dire un mot. Scarlett ne lui demanda pas où il allait. Elle était bien trop habituée à cela. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, Grace dormait paisiblement dans le berceau à côté d'elle, et le silence régnait dans la chambre comme une lourde couverture. Elle alluma la télévision juste pour avoir du bruit, afin de ne pas avoir à affronter la solitude qui la rongeait de l'intérieur. L'écran diffusait les informations du matin à Chicago. Elle ne prêtait pas vraiment attention, ses yeux dérivant sur les images qui défilaient tandis que son esprit était encore épuisé par la longue nuit. Mais alors, un nom fut prononcé qui la figea sur place. Vincent Moretti. Elle se tourna vers l'écran, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, et elle le vit. La photo de Vincent apparut à l'écran à côté d'un gros titre en bas de l'écran. L'Empire Moretti et les sombres secrets de Chicago. Le journaliste parlait d'un ton grave. Vincent Moretti, 36 ans, aurait pris la tête de l'empire mafieux de son père il y a 5 ans, après la mort mystérieuse de celui-ci. La police soupçonne Moretti d'être à l'origine de plusieurs meurtres et d'un blanchiment d'argent à grande échelle, mais elle n'a jamais trouvé suffisamment de preuves pour l'inculper. Moretti est tristement célèbre pour sa froideur et sa brutalité, mais il est également connu pour une règle. Il ne touche jamais aux femmes et aux enfants. Malgré cela, ceux qui osent s'opposer à lui connaissent rarement une fin heureuse. Scarlett sentit le sang dans son corps se transformer en glace. Sa main tremblait tandis qu'elle serrait la télécommande, mais elle n'éteignit pas la télévision. Elle ne pouvait détacher ses yeux de cette photo. Des yeux gris tempête, un visage de pierre, un costume noir parfaitement taillé. C'était lui.
L'homme qui avait arrêté sa voiture au milieu de la nuit pour la sauver. L'homme qui l'avait portée jusqu'à l'hôpital. L'homme qui lui avait tenu la main pendant les douleurs de l'accouchement. L'homme qui était resté alors que personne d'autre ne l'avait fait. Le plus puissant parrain de la mafia de Chicago. Lentement, Scarlett glissa sa main dans la poche de sa chemise d'hôpital où elle avait caché la carte noire. Elle la sortit et fixa les chiffres argentés qui brillaient à la lumière du jour. Pas de nom, pas de titre. Elle comprenait maintenant pourquoi un homme comme lui n'avait pas besoin de se présenter. Toute la ville le savait déjà. Elle repassa la nuit dernière dans son esprit, détail par détail. La façon dont le personnel hospitalier avait pâli dès qu'il l'avait vu. La façon dont il le regardait avec une peur primitive dans les yeux. La façon dont l'infirmière n'avait pas osé l'empêcher d'entrer dans la salle d'accouchement. Elle avait pensé que c'était parce qu'il était riche. Elle avait pensé que c'était parce qu'il exerçait son pouvoir de manière ordinaire. Elle n'avait jamais imaginé que c'était parce qu'il pouvait faire disparaître des gens d'un simple signe de tête. Il est dangereux, se dit-elle. C'est un criminel. Il a peut-être tué des gens. C'est exactement le genre de personne dont elle doit se tenir éloignée à tout prix. Puis elle se souvint de la chaleur de sa main qui avait serré la sienne alors qu'elle était terrifiée. Elle se souvint de sa voix calme qui lui disait comment respirer malgré la douleur. Elle se souvint de la façon dont ses yeux gris l'avaient regardée, non pas comme un fardeau, mais comme quelqu'un qui méritait d'être sauvé. C'était un démon, mais il était le seul à la traiter comme un être humain. Scarlett baissa les yeux vers la carte qu'elle tenait dans sa main. Puis elle regarda Grace, qui dormait paisiblement dans son berceau. Sa fille existait dans ce monde en partie grâce à cet homme. S'il ne s'était pas arrêté la nuit dernière, elle ne savait pas ce qui se serait passé. Devait-elle avoir peur de lui? Peut-être. Devait-elle jeter cette carte? Peut-être aussi. Mais elle ne le fit pas. Elle la plia soigneusement et la glissa plus profondément dans sa poche. Comme s'il s'agissait d'un secret, elle n'était pas prête à abandonner. Elle ne savait pas pourquoi elle la gardait. Elle savait seulement que dans un monde où même l'homme qui prétendait l'aimer ne prenait pas la peine de répondre lorsqu'elle n'avait besoin de lui, c'était un chef mafieux qui lui avait sauvé la vie. Et cela en disait long sur sa vie. 2 jours plus tard, Scarlett sortit de l'hôpital. Derrick vint la chercher dans sa vieille voiture cabossée, l'air agacé, comme si elle lui causait des désagréments. Il ne l'aida pas à porter ses affaires, ne lui demanda pas comment elle se sentait et ne regarda pas Grace une seule fois pendant le trajet jusqu'à la maison. Scarlett était assise à l'arrière avec sa fille dans les bras, regardant par la fenêtre et se demandant pourquoi elle avait choisi cet homme. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Scarlett sentit son cœur se serrer. Elle savait que cet endroit n'était pas idéal pour élever un bébé, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi terrible. Une odeur de nourriture avariée lui monta au nez dès qu'elle ouvrit la porte. De la vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Certaines étaient déjà recouvertes de moisissures vertes. Des vêtements étaient éparpillés partout, sur le sol, sur les chaises, sur toutes les surfaces où l'on pouvait jeter quelque chose. Des canettes de bière vides roulaient dans la pièce et des cendres de cigarettes étaient éparpillées sur la table basse, comme si Derrick avait transformé l'appartement en sa propre salle de jeu privée pendant qu'elle était à l'hôpital. « Je pensais que tu nettoierais, » dit Scarlett, d'une voix plus fatiguée qu'en colère. Derrick ricana et jeta ses clés sur la table. « J'étais occupé. Tu crois que j'ai le temps de faire le ménage? » « Occupé à quoi? » Elle avait envie de lui demander. Occupée à boire de la bière et à jouer. Mais elle ne le dit pas. Elle était trop épuisée pour se disputer. Elle avait accouché 2 jours auparavant, son corps était encore endolori, et tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit propre où poser sa fille. Mais elle n'avait pas cela. Elle n'avait rien. Scarlett installa Grace dans le vieux berceau qu'elle avait acheté dans une boutique d'occasion, le nettoyant soigneusement avec des lingettes humides avant d'y coucher son bébé. Puis elle commença à nettoyer petit à petit. Même si son corps réclamait du repos, elle fit de la vaisselle, ramassa les ordures, passa la serpillière tandis que Derrick était affalé sur le canapé à regarder la télévision comme si de rien n'était. Il ne se leva pas une seule fois pour l'aider. Le soir venu, Scarlett était si épuisée qu'elle pouvait à peine tenir debout. Mais Grace pleurait, affamée, et Scarlett n'avait d'autre choix que de continuer. Elle l'allaita dans l'obscurité de la chambre, écoutant l'écho de la télévision provenant du salon et les rires de Derrick devant ce qu'il regardait. Il n'est pas venu la voir une seule fois.
Il ne lui a pas demandé si elle avait besoin de quelque chose. Il ne se souvenait même pas qu'elle existait. Vers 22 heures, Derek a pris sa veste et s'est dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a demandé Scarlett, même si elle connaissait déjà la réponse. « Dehors » a-t-il répondu sèchement. « Ne m'attends pas. » La porte s'est refermée et Scarlett s'est retrouvée seule avec son nouveau-né dans l'appartement sale. Elle s'est assise sur le lit, serrant Grace contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accouché, elle se laissa aller à pleurer, non pas à grands sanglots, mais en silence, les larmes coulant sur ses joues et tombant dans les cheveux soyeux de sa fille. Elle pleurait parce qu'elle était fatiguée. Elle pleurait parce qu'elle se sentait seule. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas comment continuer. Cette nuit-là, Grace pleura pendant 3 heures d'affilée. Scarlett la porta dans ses bras à travers l'appartement, la berça, l'allaita, changea sa couche, fit tout ce qu'elle savait faire, mais le bébé continuait de pleurer. Scarlett avait l'impression de devenir folle à cause du manque de sommeil et de l'épuisement, et elle n'avait personne à qui demander de l'aide. Derek n'était pas rentré à la maison. Personne ne répondait quand elle l'appelait sur son téléphone. Elle était complètement, totalement seule. À l'aube, lorsque Grace s'est enfin endormie, Scarlett s'est souvenue de ce qu'elle essayait d'oublier. L'argent. Elle devait acheter des couches, du lait maternisé pour compléter lorsqu'elle n'avait pas assez de lait et 1000 autres choses pour son bébé. Elle a sorti la petite boîte en fer qu'elle cachait sous le lit, où elle avait mis de côté ses maigres économies pendant les premières semaines après la naissance. Elle a ouvert le couvercle et s'est figée. La boîte était vide. Il ne restait plus un seul dollar. Les 300 dollars qu'elle avait économisés pendant des mois, en se privant de nourriture et de vêtements pour les rassembler, avaient disparu sans laisser de traces. Scarlett fixa la boîte vide dans ses mains, puis regarda vers le salon où des canettes de bière et des tickets de loterie étaient encore éparpillés. Elle n'avait pas besoin de demander pour savoir où était passé l'argent. Derek, c'était lui qui l'avait pris. Il avait joué l'argent qu'elle avait économisé pour leur fille. Elle avait envie de crier. Elle avait envie de tout casser. Elle avait envie de s'enfuir et de ne jamais revenir. Mais elle ne fit rien. Elle resta assise dans le noir, serrant la boîte vide contre sa poitrine, fixant sa fille endormie dans son berceau. Elle n'avait nulle part où aller, personne sur qui compter. Elle n'avait que Grace, et Grace avait besoin d'elle. Alors, elle ravala ses larmes, rangea la boîte et se promit de trouver une solution. D'une manière ou d'une autre, elle survivrait à cela. Mais au fond d'elle-même, elle savait que l'enfer ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent passèrent comme un cauchemar sans fin. Derek devenait de plus en plus irritable, comme si l'existence même de Scarlett et Grace était un fardeau qu'il n'avait jamais voulu porter. Il rentrait à minuit, parfois il ne rentrait pas de toute la journée, et chaque fois qu'il revenait, il apportait avec lui l'odeur de l'alcool et une humeur hostile et agressive. Un matin, alors que Scarlett allaitait Grace, Derek saisit soudainement son téléphone sur la table. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme, même si son cœur commençait à battre à toute vitesse. Derek ne répondit pas. Il fit défiler ses messages, vérifia son historique d'appels, ouvrit application après application, les yeux pleins de suspicion. « Qui est-ce ce Vincent » demanda-t-il soudainement, la voix glaciale. Scarlett se raidit. Elle n'avait ni envoyé de SMS ni appelé Vincent. Mais elle savait ce que Derek avait trouvé. Le numéro de téléphone qu'elle avait enregistré à partir de cette carte noire sous un faux nom pour que Derek ne le remarque pas. « Je te l'ai déjà dit », dit-elle d'une voix lasse. « C'est lui qui m'a aidé à me rendre à l'hôpital. J'ai enregistré son numéro au cas où j'aurais besoin de le remercier. »« C'est tout. »« Tu mens », grogna Derek en raccrochant si violemment que l'écran se fissura. « Tu me prends pour un idiot? Tu as agi en cachette et parlé à ce type derrière mon dos. »« Ce n'est pas vrai, » dit Scarlett, la voix tremblante. « Je ne l'ai jamais appelé. » Derek s'approcha, le regard dur et hostile. « À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de contacter qui que ce soit. Ni tes amis, ni tes anciens collègues, personne. Tu m'as compris? » Scarlett le fixa, incrédule. « Tu ne peux pas m'interdire ça. Je ne t'interdis rien, » dit Derek d'un ton qui semblait indiquer qu'il faisait quelque chose de noble. « Je te protège. Tes amis sont tous du genre à te remplir la tête de bêtises. Ta famille me déteste. Tu n'as besoin que de moi. » Scarlett voulait protester, mais Grace se mit à pleurer dans ses bras, comme si elle sentait la tension dans l'air. Scarlett pencha la tête pour calmer son bébé, essayant d'éviter le regard de Derek.
Mais il n'avait pas fini. Il regarda Grace, ses yeux froids balayant le petit visage du bébé comme s'il cherchait quelque chose. « Elle ne me ressemble pas », dit Derrick, la suspicion pesant dans sa voix. Scarlett eut l'impression qu'un poing lui serrait le cœur. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit qu'elle ne me ressemblait pas, » répéta-t-il en plissant les yeux. « Tu es sûr qu'elle est de moi ou tu as couché avec quelqu'un d'autre ?» Scarlett eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Elle fixa Derrick, incapable de croire qu'il puisse dire une chose pareille. « Grace est ta fille, » dit-elle d'une voix tremblante, mais s'efforçant de rester calme. « Tu le sais. » Derrick ricana, sans même prendre la peine de répondre. Il se retourna et s'éloigna comme si la conversation était terminée et qu'il se moquait de ce qu'elle disait. Mais à partir de ce jour, tout changea. Derrick commença à vérifier son téléphone tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il exigeait de savoir à qui elle avait parlé, où elle était allée, ce qu'elle avait fait à chaque minute de chaque jour. Si elle sortait faire des courses, il exigeait de voir le ticket de caisse. Si elle parlait à un voisin, il exigeait de savoir de quoi ils avaient parlé. Scarlett fut peu à peu coupée du monde extérieur. Les quelques amis qu'elle avait cessèrent de la contacter car elle ne répondait jamais à leurs messages. Sa famille d'accueil avait coupé les ponts avec elle depuis des années à cause de Megan. Il ne lui restait plus que Derrick et Grace. Et Derrick n'était pas quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Chaque nuit, elle s'allongeait dans son lit, en serrant sa fille dans ses bras, fixant le plafond sombre et se demandant comment sa vie en était arrivée là. Elle avait autrefois eu des rêves, de l'espoir. Elle avait cru que les choses s'amélioreraient. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une mère seule, piégée dans un appartement exigu avec un homme qui ne l'aimait pas, ne lui faisait pas confiance et ne voulait peut-être même pas de l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. Parfois, pendant ses longues nuits d'insomnie, elle repensait à la carte de visite noire qu'elle gardait toujours cachée dans la poche d'une vieille veste, au fond de son placard. Elle pensait aux chiffres argentés qui brillaient et à l'homme aux yeux gris tempête. Elle se demandait s'il se souvenait d'elle ou si elle n'était qu'une parmi les milliers de personnes qui l'avaient aidée puis oubliée. Mais elle n'appelait pas, elle n'osait pas, car elle avait peur que Derrick le découvre, car elle avait peur que Vincent ne réponde pas, et parce qu'au fond d'elle-même, elle croyait encore qu'elle devait s'en sortir toute seule, et qu'elle ne savait pas que la véritable tempête l'attendait encore. Une semaine après son retour à la maison, le téléphone de Scarlett se mit à vibrer sans arrêt, inondé de notifications étranges. Elle allaitait Grace lorsqu'elle vit des dizaines d'alertes provenant de Facebook, un réseau social qu'elle n'utilisait presque plus. Curieuse et inquiète, elle ouvrit l'application et eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Megan Hayes, sa sœur, avait publié une longue déclaration à son sujet. Elle y avait joint de vieilles photos, des histoires déformées et des mots venimeux que Scarlett n'aurait jamais pensé voir de la part d'une personne qui partageait son sang. « Certaines personnes ne méritent pas d'être mères », écrivait Megan. « Ma sœur vient d'avoir un bébé sans argent, sans domicile stable, vivant avec un alcoolique. Je m'inquiète pour cet enfant innocent. Elle a déjà volé de l'argent à notre famille. Elle ment sans vergogne et maintenant elle élève un bébé dans un tel environnement. Quelqu'un doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard. » Scarlett a lu chaque mot, chaque phrase, et chaque ligne lui donnait l'impression d'un couteau qui lui transperçait la poitrine. Le message avait déjà été partagé des centaines de fois et avait suscité des milliers de commentaires. Elle a fait défiler la page et ce qu'elle a vu lui a donné envie de vomir. Pauvre bébé. Quelqu'un avait écrit « Les gens comme ça ne devraient pas avoir d'enfants ». Quelqu'un d'autre a dit « Appelez les services sociaux immédiatement avant qu'elle ne fasse du mal à cette petite fille ». Quelqu'un connaît son adresse? Si oui, prévenez la police. Elle a l'air d'une droguée. Elle ne peut pas s'occuper d'un bébé. Chaque commentaire la blessait comme un coup de couteau. Des gens qui ne la connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais rencontrée, la jugeaient sur la base des mensonges de Megan. Ils la traitaient de voleuse, de mauvaise mère, de danger pour sa propre fille. Et ils y croyaient. Ils croyaient Megan. Scarlett a été ramenée 9 ans en arrière, à l'âge de 18 ans, lorsque sa vie s'est effondrée pour la première fois. Elle avait été adoptée lorsqu'elle était enfant, et même si la famille Hayes n'était pas parfaite, elle avait fait tout son possible pour s'intégrer. Mais Megan ne l'avait jamais acceptée. Sa sœur l'avait toujours regardée avec jalousie, comme si l'existence de Scarlett était une insulte. Quand Scarlett avait 18 ans,
Meghan avait falsifié des preuves affirmant que Scarlett avait volé de l'argent à la famille, un document bancaire falsifié, quelques fausses reçus, et le témoignage larmoyant de Meghan avait suffi à convaincre leurs parents que Scarlett était une traîtresse. Scarlett avait essayé d'expliquer, de prouver qu'elle était innocente, mais personne ne l'avait cru. Personne ne voulait la croire. Cette nuit-là, elle avait été mise à la porte avec seulement un sac à dos et quelques centaines de dollars. Elle avait perdu sa famille, sa maison, tout, à cause des mensonges de Meghan. Et maintenant, 9 ans plus tard, Meghan recommençait. Mais cette fois, c'était pire. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sa famille. C'était le monde entier qui la regardait et la jugeait. Scarlett continua à faire défiler la page et vit que Meghan avait publié encore plus de messages ces derniers jours à son insu. De vieilles photos de Scarlett, l'air fatigué et épuisé, des histoires inventées sur son enfance, des accusations sans fondement selon lesquelles elle n'était pas apte à être mère. Elle a eu des problèmes de santé mentale, écrivait Meghan dans un autre message. Je ne voulais pas le dire, mais les gens doivent en connaître la vérité. Elle est instable. Elle est dangereuse. Ce bébé doit être protégé de sa propre mère. Des larmes coulaient sur les joues de Scarlett sans qu'elle s'en rende compte. Elle baissa les yeux vers Grace, qui dormait paisiblement dans ses bras. Un visage angélique qui n'avait aucune idée que sa mère était attaquée par le monde entier. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi me déteste-t-elle autant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement le silence de l'appartement vide et le bourdonnement incessant des notifications qui continuaient à vibrer sur son téléphone. Elle voulait publier une correction pour dire la vérité à tout le monde et exposer les mensonges de Meghan, mais elle savait que c'était inutile. Sur Internet, les gens se moquent de la vérité. Ce qui les intéresse, c'est le drame. Et Meghan leur avait donné exactement ce qu'ils voulaient. Scarlett éteignit son téléphone, incapable d'en supporter davantage. Elle s'assit dans le noir, serrant sa fille dans ses bras, et sentit le monde se refermer autour d'elle. Derrick la détestait. Meghan voulait la détruire. Tout Internet se moquait d'elle. Elle n'avait personne. Elle était complètement, totalement seule. Et au fond d'elle-même, une petite partie d'elle-même commençait à se demander s'ils avaient raison, si elle ne méritait vraiment pas d'être mère. 2 jours après que les publications de Meghan aient explosé sur les réseaux sociaux, Scarlett n'arrivait toujours pas à dormir. Elle était allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond, tandis que Grace dormait paisiblement dans son berceau à côté d'elle et que Derrick ronflait bruyamment sur le canapé du salon. Vers 3 heures du matin, le téléphone de Derrick se mit à sonner, l'attirant de sa torpeur. Elle l'entendit marmonner un juron, puis elle entendit des pas se diriger vers la salle de bain et la porte se fermer. Elle s'en moquait. Elle était habituée à ce que Derrick prenne des appels mystérieux au milieu de la nuit. Mais elle se rendit compte qu'il avait laissé son téléphone sur la table basse. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussé à se lever et à se diriger vers le salon. Peut-être était-ce son instinct. Peut-être était-ce le soupçon qui grandissait en elle depuis trop longtemps. Peut-être était-ce parce qu'elle avait besoin de connaître la vérité. Même si la vérité allait lui faire plus mal que tout, elle prit le téléphone de Derrick, les mains tremblantes, et fit glisser son doigt sur l'écran verrouillé. Il n'utilisait jamais de code d'accès, trop sûr qu'elle n'oserait pas toucher à ses affaires. Cette fois, elle osa. Elle ouvrit ses messages et chercha le nom qu'elle avait peur de trouver, Meghan Hayes. Et il était là, des dizaines de SMS échangés entre Derrick et sa sœur, s'étalant sur plusieurs semaines, même avant la naissance de Grace. Scarlett lut ligne après ligne, et chaque ligne lui donnait l'impression d'un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. « J'ai d'autres photos », écrivait Derrick. « On dirait un cadavre sorti de sa tombe. Tu vas adorer. »« Envoie-les », répondit Meghan. « Je te payerai 500 $ pour chacune. Plus c'est horrible, mieux c'est. » Scarlett fit défiler les messages, les mains tremblantes, au point de pouvoir à peine tenir son téléphone. Elle pleura toute la nuit, encore une fois. Derrick écrivit dans un autre message. « La fille de Scarlett est en train de perdre la tête. J'ai une vidéo. Parfait. » Meghan répondit. « Publie-la la semaine prochaine. Laisse les choses s'aggraver petit à petit. » Et le message le plus récent, envoyé hier soir seulement. « Les services sociaux vont bientôt arriver. » Meghan a écrit avec un emoji rieur. « Quand ils prendront le bébé, j'enverrai 5 000 $ supplémentaires. Tu mérites une prime pour ta coopération. »
Scarlett avait l'impression que tout l'air avait été arraché de ses poumons. Elle se tenait là, dans l'obscurité de l'appartement, fixant ces messages qu'elle n'arrivait pas à croire réels. Derrick la vendait. Il vendait des informations la concernant, vendait des photos d'elle, vendait sa souffrance à Megan pour de l'argent. L'homme avec qui elle vivait, le père de son enfant, travaillait avec son ennemi pour détruire sa vie. La chasse d'eau de la salle de bain se déclencha, signe que Derrick allait sortir. Scarlett se précipita pour remettre le téléphone à sa place et se glissa dans la chambre, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle s'allongea et fit semblant de dormir tandis que ses larmes imprégnaient son oreiller. Elle voulait crier. Elle voulait le confronter. Elle voulait tout détruire et s'enfuir aussi loin que possible, mais elle ne pouvait pas. Elle n'avait nulle part où aller. Pas d'argent, personne. Cette nuit-là, alors que Derrick dormait profondément et que Grace était calme, Scarlett sortit secrètement la carte de visite noire du fond du placard. Elle s'assit dans la salle de bain, la porte bien fermée, et fixa les chiffres argentés qui brillaient sous la faible lumière jaune. Vincent Moretti, le parrain de la mafia, l'homme le plus dangereux de Chicago, mais aussi la seule personne qui l'ait jamais traité avec gentillesse. Elle voulait l'appeler. Elle voulait entendre cette voix calme lui dire que tout irait bien. Elle voulait que quelqu'un se range de son côté, juste une fois, mais son doigt resta suspendu au-dessus du clavier. Elle ne pouvait pas l'entraîner dans ce chaos. Il l'avait déjà suffisamment aidé. Et si Derrick découvrait qu'elle avait contacté Vincent, tout deviendrait encore pire. D'ailleurs, qui était-elle pour appeler un parrain de la mafia à 3 heures du matin juste pour se plaindre de sa vie misérable? Elle rangea la carte, essuya ses larmes et retourna se coucher. Elle serra Grace contre elle, respira le parfum de sa fille et se dit qu'elle trouverait une solution. Elle devait trouver une solution pour Grace car sa fille méritait une vie meilleure que celle-ci. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle affrontait le monde entier seule et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. 3 jours après cette nuit-là, Scarlett découvrit la trahison de Derrick. Elle était assise seule dans l'appartement, occupée à allaiter Grace lorsqu'on frappa à la porte. Derrick était sorti tôt le matin et n'était toujours pas rentré. Elle n'avait donc aucune idée de qui pouvait la chercher. Elle posa Grace dans son berceau et se dirigea prudemment vers la porte, le cœur battant plus fort que d'habitude, puis elle se figea sur place. Vincent Moretti se tenait devant son appartement, vêtu de son costume noir familier, ses yeux gris tempête la scrutant comme s'il évaluait son état. Il tenait 2 grands sacs en papier et elle aperçut des couches, du lait en poudre, des vêtements pour bébé et une longue liste d'autres articles qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter pour sa fille. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin », dit-il d'une voix toujours aussi basse et posée, telle qu'elle s'en souvenait. Scarlett ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Elle ne savait pas comment réagir. Elle ne savait pas comment il avait trouvé son adresse. Elle ne savait pas pourquoi il était là après presque 2 semaines sans donner de nouvelles, comme s'il savait exactement quand elle avait le plus besoin de lui. « Comment sais-tu que je suis ici ?» finit-elle par demander d'une voix rauque. Vincent ne répondit pas directement. Il se contenta de la regarder avec une expression indéchiffrable et dit « J'ai mes sources, elle comprit. La mafia avait des yeux et des oreilles partout. Peut-être l'avait-il observé depuis le début. Peut-être savait-il tout ce qui lui arrivait. Cette pensée aurait dû l'effrayer. Mais étrangement, elle ne ressentait qu'un soulagement. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle. Mais sa voix ne semblait pas convaincante. Si Derrick voit, des pas lourds retentirent dans la cage d'escalier, et Scarlett n'eut pas le temps de finir. Derrick apparut au bout du couloir, les yeux injectés de sang, l'haleine imprégnée de bière, même s'il était à peine midi. Il s'arrêta lorsqu'il vit Vincent, et son expression passa instantanément de la surprise à l'hostilité. « Encore toi, » rugit Derrick en titubant vers eux. « Je t'ai dit de rester loin de ma petite amie. » Vincent ne bougea pas. Il se contenta de se tourner lentement vers Derrick, le fixant d'un regard glacial. Le contraste entre les 2 hommes n'avait jamais été aussi marqué. Derrick était négligé, agressif, incontrôlable. Vincent était calme, dangereux, et dégageait une sorte de puissance qui rendait l'air épais autour de lui. « C'est à toi que je parle. » Derrick s'approcha, pointant son doigt vers le visage de Vincent. « Va-t'en avant que je... »
Avant que tu quoi? Vincent l'interrompit d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible. Derek hésita. Il y avait quelque chose dans le ton de Vincent qui le poussa instinctivement à reculer d'un pas, mais l'arrogance d'un homme ivre l'empêchait de s'arrêter. Pour qui te prends-tu? Derek tenta de reprendre pied. C'est chez moi ici. Cette femme est ma copine. Tu n'as pas le droit. Vincent fit un pas vers Derek. Un seul, mais cela suffit à le faire taire. Je sais ce que tu fais, dit Vincent d'une voix aussi froide que l'acier. Tu vends des informations à Megan Hayes. Tu acceptes de l'argent pour trahir la femme qui élève ton enfant. Derek pâlit. Toi? De quoi parles-tu? J'ai des preuves. Vincent continua sans lui laisser le temps de respirer. Des messages, des virements, tout. Et je sais aussi que tu dois 50 000 $ à des usuriers du sud de la ville. Les yeux de Derek s'écarquillèrent. La peur remplaça son agressivité. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Tu ne peux pas. Je peux faire plus que tu ne le penses, dit Vincent. Et dans ses yeux gris, Scarlett vit le diable que toute la ville craignait. Arrête maintenant ou je t'arrêterai. Derek n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il se retourna et s'enfuit dans les escaliers comme si quelque chose le poursuivait. Sans regarder Scarlett, sans dire un mot, ses pas précipités s'estompèrent, puis disparurent complètement. Le silence s'installa dans le couloir. Scarlett resta là, le cœur battant encore à tout rompre, ne sachant pas quoi dire. Vincent se retourna vers elle et son expression s'adoucit, rien à voir avec la froideur qu'il avait montrée à Derek. « Ça va? » demanda-t-il gentiment. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais plus rien. » Vincent l'observa longuement, comme s'il pesait quelque chose. Puis il franchit le seuil, posa les 2 sacs sur la table et se retourna vers elle. « Tu ne mérites pas d'être traité ainsi, » dit-il d'une voix basse mais assurée. « Personne ne mérite d'être traité ainsi. » Les larmes montèrent aux yeux de Scarlett avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle ne sanglota pas. Elle laissa seulement des larmes silencieuses couler sur ses joues, emportant toute la fatigue et la douleur qu'elle avait retenues pendant des semaines. « Pourquoi vous souciez-vous de moi? » demanda-t-elle, la voix brisée. « Je ne suis qu'une étrangère. »« Pourquoi? » Vincent resta silencieux pendant un long moment. Puis il s'approcha et leva doucement la main pour essuyer la larme sur sa joue avec son pouce. L'intimité de ce geste coupa le souffle à Scarlett. « Parce que tu es la première personne depuis des années qui me regarde comme si j'étais capable de faire quelque chose de bien, » répondit-il d'une voix basse et sincère. « Et je ne veux pas que tu me regardes différemment. » Scarlett plongea son regard dans ses yeux gris et y vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. De la solitude, de la douleur, un besoin intense d'être considéré comme un être humain et non comme un monstre. « Tu es un homme dangereux, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il, « mais je ne te ferai jamais de mal. » Et à ce moment-là, au milieu d'un appartement sale et d'une vie brisée, Scarlett le crut. 2 jours après l'arrivée de Vincent et la fuite de Derek, Scarlett commença à penser que tout allait peut-être s'arranger. Derek ne rentra pas à la maison. Et même si cela signifiait qu'elle devait s'occuper seule de Grace, elle se sentait plus soulagée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Plus de cris, plus de regards soupçonneux, plus de tensions étouffantes chaque fois qu'il était dans l'appartement. Elle nettoya tout, réorganisa le peu de meubles qu'elle avait et, pour la première fois depuis qu'elle avait accouché, elle eut l'impression de pouvoir respirer. Mais la paix ne dura pas. Le matin du 3e jour, alors que Scarlett donnait le bain à Grace, on frappa à la porte. Elle enveloppa sa fille dans une serviette, la porta jusqu'à l'entrée et ouvrit la porte. Son sang se glaça. 2 personnes se tenaient là, une femme d'âge moyen aux cheveux gris soigneusement relevés et un homme plus jeune tenant une mallette. Ils portaient des vêtements de bureau, des badges d'employés et affichaient ce genre d'expression professionnelle froide qui n'atteignait jamais les yeux. « Scarlett Hayes, dit la femme, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Nous sommes des agents des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant la sécurité de votre enfant. » Le cœur de Scarlett se serra. Elle savait que cela allait arriver. Elle avait lu les messages échangés entre Derek et Megan. Elle savait qu'ils avaient prévu cela, maman, mais quand cela s'est produit, elle n'était toujours pas prête. « Quel signalement? » demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme, même si son cœur battait à toute rompre. « Mon bébé est en parfaite santé. Nous devons vérifier cela, dit l'homme. « Pouvons-nous entrer? »
Scarlett voulait dire non. Elle voulait fermer la porte et faire comme s'il n'existait pas. Mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle recula et les laissa entrer dans l'appartement qu'elle avait nettoyé le matin même. Ils parcoururent les pièces, scrutant chaque recoin, prenant des notes. La femme, qui se présenta sous le nom de Patricia Morgan, regarda dans le réfrigérateur presque vide, regarda le vieux lit de bébé, regarda la pile de couches et de lait en poudre que Vincent avait apporté. « D'où viennent-ils » demanda-t-elle en montrant les articles pour bébé. « Un ami m'a aidé » répondit Scarlett. « Quel ami? Son nom? Votre relation avec lui ?» Scarlett hésita. Elle ne pouvait pas dire Vincent Moretti, un parrain de la mafia. Cela ne ferait que compliquer les choses. « Juste quelqu'un que je connais » répondit-elle. « Il a vu que j'avais des difficultés et il m'a aidé. » Patricia la regarda avec une incrédulité non dissimulée, puis nota quelque chose. L'homme ouvrit sa mallette et montra à Scarlett une épaisse liasse de papier. « Nous avons reçu plusieurs signalements provenant de différentes sources, dit-il. Il y a des allégations selon lesquelles vous êtes mentalement instable, incapable de vous occuper de l'enfant, et que votre environnement de vie n'est pas sûr pour un nourrisson. » Scarlett fixa les pages et les reconnut immédiatement. Des photos d'elle prises en secret dans ses moments d'épuisement, des extraits vidéo montés qui ne montraient que ses pleurs et les cris de Grace, sans les moments où elle calmait son bébé, de fausses déclarations de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Et au bas de chaque page, elle vit le nom de Megan. « C'est un mensonge », dit Scarlett, la voix tremblante. « Ma sœur me déteste. Elle invente tout cela pour me détruire. » Patricia leva la tête sans la moindre trace de compassion dans les yeux. « Vous semblez agité », observa-t-elle froidement. « Je suis agité parce que vous m'accusez sur la base de mensonges », dit Scarlett en essayant de contrôler sa voix. « Je suis une bonne mère, j'aime mon bébé. Je m'occupe d'elle tous les jours », griffonna l'homme plus rapidement. « Elle devient défensive et agressive », dit-il à Patricia assez fort pour que Scarlett l'entende. Conformément au rapport faisant état de son instabilité, Scarlett eut l'impression de recevoir une gifle. Chacune de ses réactions, aussi raisonnables soient-elles, était déformée et utilisée contre elle. Si elle restait calme, il dirait qu'elle était froide et distante. Si elle se mettait en colère, il dirait qu'elle était instable et dangereuse. Elle ne pouvait pas gagner. « Où est-ce votre petit ami? » demanda Patricia. « Derek Sullivan. »« Je ne sais pas, » répondit Scarlett. « Il est parti il y a quelques jours. »« Parti, » répéta Patricia en le notant. « Donc, vous élevez votre enfant seul dans cet appartement sans revenu stable. Je vais trouver un travail. J'ai juste besoin de plus de temps. »« Du temps? » l'interrompit Patricia. « Pendant ce temps, l'enfant vit dans cet environnement. » Elle fit un geste vers le petit appartement, comme s'il s'agissait d'un taudis plutôt que d'un espace propre et ordonné. Scarlett serra Grace plus fort contre sa poitrine, sentant son petit cœur battre sous la serviette. « Elle est en sécurité avec moi, » dit Scarlett, la voix étranglée. « Je jure que je ne lui ferai jamais de mal. » Patricia et l'homme échangèrent un regard. « Ce n'est que la première visite, » dit Patricia, sans adoucir le ton. « Nous continuerons à surveiller la situation. Si nous recevons d'autres signalements, nous pourrions être amenés à intervenir plus fermement. » Le message était clair comme de l'eau de roche. Il pouvait lui retirer son bébé à tout moment. Après leur départ, Scarlett verrouilla la porte, s'adossa contre le mur et glissa sur le sol. Elle serra Grace contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage, et pour la première fois, elle eut vraiment peur de perdre son enfant. Cette nuit-là, après avoir enfin couché Grace dans son berceau, après des heures à la bercer, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Elle savait qu'elle ne devait pas regarder. Elle savait que quoi qu'il l'attendît, ce ne serait rien de bon. Mais elle prit quand même le téléphone et son monde s'écroula complètement. Megan avait publié une nouvelle vidéo. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de photos épuisantes ou d'histoires inventées. Cette fois, elle avait franchi toutes les limites. La vidéo durait près de 10 minutes et montait à partir de dizaines de clips distincts. Scarlett s'est vue pleurer dans la nuit, mais les passages où elle réconfortait Grace avaient été coupés. Elle s'est vue crier, mais c'était lors d'une dispute avec Derek qu'il avait filmé exprès. Elle a vu l'appartement en désordre les premiers jours après sa sortie de l'hôpital, avant qu'elle ait eu la force de nettoyer. Et pire que tout, elle a vu Vincent. Quelqu'un avait filmé le moment où Vincent était entré dans son appartement avec 2 sacs de fournitures pour bébé.
Quelqu'un l'avait filmé debout près d'elle, essuyant ses larmes. Les images avaient été prises sous des angles parfaits pour faire croire qu'ils avaient une liaison. Regardez cette femme. La voix de Megan résonnait sur les images, dégoulinante de fausses inquiétudes. Ma sœur est non seulement mentalement instable, mais elle est également liée au criminel le plus dangereux de Chicago, Vincent Moretti. Comment un bébé innocent peut-il vivre dans un repère avec une femme folle et un meurtrier? Quelqu'un doit sauver cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Le hashtag Save Grace, Sauver Grace, a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes ont partagé la vidéo, publié des commentaires virulents et exigé que les services sociaux agissent immédiatement. Les chaînes d'information locales ont commencé à couvrir l'affaire, non pas parce qu'elles se souciaient de Scarlett ou de Grace, mais parce que le nom de Vincent Moretti attirait les téléspectateurs. Scarlett était assise par terre, le téléphone à la main, lisant chaque commentaire comme si elle se punissait elle-même. « Cette femme est folle », écrivaient des gens. « Elle s'est mêlée à la mafia et essaie quand même d'élever un enfant. Elle devrait être jetée en prison. Pauvre bébé, elle sera sûrement vendue à des trafiquants. Les gens comme elle ne méritent pas d'être mères. » Scarlett avait envie de crier que tout cela était faux. Vincent n'était pas son amant. Il l'avait seulement aidé. Il était le seul à l'avoir traité avec gentillesse alors que le monde entier lui avait tourné le dos. Mais personne ne voulait entendre la vérité. Il voulait du drame, du scandale, quelqu'un à lapider. La porte s'ouvrit brusquement et Scarlett sursauta. Derrick entra en titubant. Son visage était rouge de rage. Ses yeux étaient rougis par l'alcool. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était ni du mépris, ni de l'indifférence, mais de la haine. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai dû endurer ?» rugit Derrick. « Tout le monde se moque de moi. Ils disent que je suis un pauvre idiot trompé par un chef de la mafia. Tu m'as humilié. »« Je n'ai rien à voir avec Vincent, » pleura Scarlett. « Il m'a seulement aidé quand tu ne l'as pas fait. C'est tout. Tais-toi, cria Derrick. Il se jeta sur elle, l'attrapa par le bras et la tira vers lui. « Tu mens. Tu as toujours été une menteuse. Tu me prends pour un idiot? Tu me fais mal, hurla Scarlett en se débattant pour se libérer. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Au lieu de la lâcher, Derrick la poussa violemment. Scarlett tomba en arrière, sa tête heurtant brutalement le bord de la table. Une douleur intense lui transperça le crâne. La pièce se mit à tourner et du sang chaud coula sur son front. Grace se mit à hurler dans son berceau. Un cri déchirant emplit l'appartement. Derrick se tenait debout au-dessus de Scarlett, allongé sur le sol, et il n'y avait aucune trace de regret dans ses yeux. « J'en ai marre de toi », cracha Derrick en regardant son corps ensanglanté sans le moindre regret. « Je n'ai pas besoin de ce genre de problème dans ma vie. Toi et cette gamine, vous pouvez pourrir ici, je m'en fiche. » Il se détourna, attrapa sa veste et disparut dans la nuit. La porte claqua et Scarlett resta seule sur le sol, le sang coulant toujours, la tête toujours lancinante, Grace toujours en pleurs. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée allongée là. Peut-être quelques minutes, peut-être une heure. Finalement, son instinct maternel la poussa à se relever. Elle tituba jusqu'au berceau, souleva Grace et la serra fort contre elle, même si la pièce tournait autour d'elle. Elle lui murmura que maman était là, qu'elle ne laisserait personne lui faire de mal. Mais elle savait que c'était une promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Les services sociaux l'avaient prévenue. Internet réclamait son bébé. Derrick était parti. Elle était complètement seule, blessée, épuisée, sans aucune option. Les mains tremblantes, elle attrapa le téléphone qui gisait sur le sol. Elle ouvrit ses contacts, trouva le nom qu'elle cachait depuis si longtemps et appuya sur « Appeler ». Une sonnerie, deux sonneries. Puis la voix familière se fit entendre. Scarlett. Elle voulait dire 1000 choses. Elle voulait s'expliquer. Elle voulait s'excuser de le déranger. Mais tout ce qui sortit fut un sanglot brisé. « Vincent », murmura-t-elle. Sa voix se brisa. « J'ai besoin de toi. » Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne demanda pas où elle était. Il ne dit que 3 mots, courts et fermes, aussi inébranlables que l'homme lui-même. « J'arrive tout de suite. » Puis la ligne fut coupée. Scarlett serra Grace dans ses bras, s'adossa contre le mur, le sang coulant toujours sur son front, et attendit. Pour la première fois depuis des semaines,
Elle ne se sentait pas complètement seule. Quelqu'un allait venir. Quelqu'un se souciait d'elle. Et même si cette personne était le diable que toute la ville craignait. À ce moment-là, pour elle, il était le seul ange qu'elle avait. Scarlett ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait appelé Vincent. Peut-être 10 minutes, peut-être 20. Le temps avait perdu tout son sens alors qu'elle était assise par terre, adossée au mur. Grace dans ses bras, le sang sur son front séchant lentement. Elle attendait que Vincent arrive, attendait que quelqu'un vienne la sauver, attendait que quelque chose de bien arrive enfin, après ces jours infernaux. Mais ce qui lui arriva n'était pas le salut. On frappait à la porte avec force et insistance. Scarlett se força à se lever, espérant que c'était Vincent. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son cœur se serra. Patricia Morgan se tenait là, sans le masque professionnel et froid qu'elle arborait auparavant. Cette fois, elle était accompagnée de 2 policiers en uniforme, et ses yeux reflétaient la froide détermination de quelqu'un qui accomplit son devoir. « Scarlett Hayes », dit Patricia d'une voix qui ressemblait à une sentence. « Nous avons reçu l'ordre de placer l'enfant en garde à vue temporaire pendant la durée de l'enquête. » Non, le mot sortit de la bouche de Scarlett comme un dernier souffle. « Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Nous avons reçu plusieurs nouveaux signalements. » Patricia continua comme si Scarlett n'avait rien dit. Des preuves d'un environnement dangereux, de liens avec le crime organisé, de blessures sur votre personne. Son regard se posa sur le sang sur le front de Scarlett. Vous êtes clairement incapable de vous protéger. Comment pouvez-vous protéger un nouveau-né? C'est un mensonge, pleura Scarlett en reculant dans l'appartement, Grace serrée contre sa poitrine. Ce ne sont que des mensonges. C'est ma sœur qui me fait ça. Mon petit ami m'a quitté après m'avoir frappé. C'est moi la victime, pas le danger. Le premier policier, un homme corpulent au visage impassible, s'avança vers elle. « Madame, veuillez coopérer. Ne rendez pas les choses plus difficiles. »« Coopérer !» hurla presque Scarlett. « Vous voulez que je vous remette mon bébé sur la base de mensonges et vous appelez ça coopérer. » Elle devient agitée, dit Patricia aux policiers en leur faisant un léger signe de tête. Cela ne fait que confirmer les rapports faisant état d'instabilité mentale. Le policier s'approcha. Scarlett recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. Elle n'avait plus nulle part où aller. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Elle n'a que 3 semaines. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin de moi. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. » Patricia s'avança, les mains tendues. « Mademoiselle Hayes, donnez-nous le bébé. C'est dans l'intérêt de l'enfant. »« Non !» hurla Scarlett, les larmes coulant sur son visage. « Non, je ne vous donnerai pas mon bébé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis sa mère. Je l'aime. Je n'ai rien fait de mal. » Le deuxième agent s'approcha et saisit doucement mais fermement le bras de Scarlett. « Madame, si vous ne coopérez pas, nous devrons utiliser la force. » Scarlett vit des mains se tendre vers sa fille et quelque chose en elle se brisa. Elle hurla. Elle se débattit. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour garder Grace dans ses bras. Mais elle était une femme épuisée, blessée, seule contre tout un système. Patricia lui arracha Grace des bras avec l'aisance d'une personne qui avait déjà fait cela de nombreuses fois. Grace se mit à pleurer, un son perçant et déchirant qui emplit l'appartement, et Scarlett eut l'impression que son âme était arrachée de son corps. « Grace !» cria-t-elle en tendant les bras vers le bébé qui était emporté. « Mon bébé, rendez-la-moi. » Les agents la retinrent tandis que Patricia emmenait Grace vers la porte. Les petits yeux bleus de Grace la regardaient par-dessus l'épaule de l'inconnu, et Scarlett aurait juré y voir de la peur et de la confusion. Sa fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle savait seulement que sa mère criait et que quelqu'un l'emmenait. « Non !» hurla Scarlett une dernière fois, alors que la porte se refermait, coupant les cris de Grace à l'ouïe de Scarlett. « Non, s'il vous plaît !» Les agents la lâchèrent après le départ de Patricia et Grace. Scarlett s'effondra sur le sol, ses genoux heurtant violemment la surface dure, mais elle ne ressentit aucune douleur. Elle ne ressentait rien d'autre que le vide immense dans sa poitrine, là où se trouvait autrefois son cœur. Elle rampait jusqu'à la porte et saisissait la poignée, essayant de l'ouvrir, mais ses jambes ne la soutenaient plus. Elle appuya son front contre la porte froide et un hurlement s'échappa de sa gorge, comme le cri d'un animal blessé. Ce n'était pas un cri ordinaire. C'était le son d'une âme déchirée, d'un cœur brisé,
d'une mère perdant son unique enfant. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Des minutes, des heures. Le temps avait cessé d'avoir de l'importance. La lumière avait perdu sa couleur. Le monde était devenu un vide gris, où il n'y avait plus que de la douleur. Finalement, lorsque ses sanglots se tarirent, elle rampait jusqu'au berceau vide. Elle regarda à l'intérieur, là où Grace se trouvait quelques minutes auparavant, et vit une petite chaussette rose. La chaussette que Grace avait enlevée pendant qu'elle tétait, la chaussette que Scarlett avait l'intention de lui remettre, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Elle la ramassa et la serra contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, car pour elle, c'était le cas. C'était tout ce qui lui restait de sa fille. Scarlett s'assit dans le noir, le dos appuyé contre le berceau vide, serrant la petite chaussette contre sa poitrine, et laissa les larmes couler sans essayer de les retenir. Elle n'avait plus la force de se battre, plus la force d'espérer. Elle n'était plus qu'une coquille vide, le fantôme de la femme qu'elle était autrefois. Quelque part dans la ville, sa fille pleurait pour sa mère, et elle ne pouvait rien faire. Elle était complètement, totalement impuissante. Il n'y avait aucune lumière au fond de l'abîme, et Scarlett avait sombré tout en bas. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement dans un grand claquement. Scarlett ne bougea pas. Elle restait assise dans l'obscurité, le dos appuyé contre le berceau vide, la petite chaussette serrée contre sa poitrine, les yeux fixés sur le vide. Elle avait pleuré jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Elle avait crié jusqu'à en avoir la gorge à vif. Elle n'était plus qu'un corps vide, vide et engourdi. Scarlett. La voix familière retentit, mais elle ne réagit pas. Elle entendit des pas rapides se rapprocher, puis quelqu'un s'agenouiller devant elle. Une main lui souleva le menton, la forçant à regarder dans des yeux gris tempête remplis d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue sur ce visage froid. Vincent, il était là, mais il est arrivé trop tard. « Scarlett, regarde-moi », dit Vincent, la voix tendue par l'effort. « Que s'est-il passé? Où es-tu? Où est-ce le bébé? » Le bébé. Ces deux mots se tordirent comme un couteau dans une blessure qui saignait encore. La douleur envahit la poitrine de Scarlett, mais elle n'avait plus de larmes à verser. Elle le fixa simplement de ses yeux vides et murmura « Ils ont pris mon bébé. » Vincent se figea. Pendant un instant, il ne parla pas, ne bougea pas, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis Scarlett vit quelque chose changer dans ses yeux gris. L'inquiétude disparut. À sa place apparut quelque chose de bien plus froid, bien plus sombre, bien plus dangereux que tout ce qu'elle avait jamais vu. « La rage, qui ?» demanda Vincent d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Qui a pris ton bébé? »« Les services sociaux ?» dit Scarlett d'une voix rauque. « Ils sont venus avec la police. Ils ont dit que je n'étais pas en sécurité. Ils ont dit que j'étais lié à des criminels. Ils ne voulaient pas m'écouter. » Elle baissa les yeux vers la petite chaussette qu'elle tenait dans sa main. « C'est tout ce qui me reste. » Le regard de Vincent se posa sur la chaussette, puis sur le sang séché sur son front, puis balaya l'appartement vide et saccagé, la mâchoire si serrée que Scarlett pouvait voir les muscles sauter sous sa peau. « Où est-ce Derek? » demanda-t-il. « Il est parti, » répondit-elle après qu'il l'eut poussé. Un son s'échappa de la gorge de Vincent, grave et menaçant, comme le grognement d'un animal. Il se leva, lui tournant le dos, et pendant un instant, Scarlett vit ses épaules trembler comme s'il réprimait quelque chose en lui. Puis il sortit son téléphone et passa un appel. Marco, sa voix était glaciale. « Rendez-vous à l'adresse que je vous envoie. Apportez Catherine et l'équipe d'enquête. Tout le monde. Tous. » Il raccrocha et se retourna vers elle. « Tu peux te lever? » Charlotte ne savait pas. Elle n'était pas sûre d'avoir encore la force de faire quoi que ce soit. Mais lorsque Vincent lui tendit la main, elle la saisit instinctivement. Il la releva doucement mais fermement. Et avant qu'elle n'ait pu protester, il glissa un bras sous ses genoux et la souleva, comme il l'avait fait la première nuit où ils s'étaient rencontrés. « Je peux marcher, » murmura-t-elle faiblement. « Je sais, » répondit-il, « mais tu n'es pas obligé. » Il la porta hors de l'appartement, descendit les escaliers et l'installa sur la banquette arrière de la même voiture noire familière. Marco était déjà au volant, jetant un regard inquiet à Scarlett avant de se tourner vers Vincent pour attendre ses instructions. « Au penthouse », dit Vincent d'un ton sec, « et appelez un médecin pendant le trajet. » Scarlett resta assise en silence, la petite chaussette toujours serrée dans sa main. Vincent était assis à côté d'elle,
sans rien dire, mais sa présence était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Le penthouse de Vincent se trouvait au sommet de l'un des plus hauts immeubles de Chicago, surplombant la ville comme un royaume. Mais Scarlett ne voyait rien. Elle se moquait du luxe qui l'entourait. Elle voulait seulement retrouver sa fille. Vincent la conduisit dans une grande pièce élégante, l'installa sur le lit et s'agenouilla devant elle. « Écoute-moi, dit-il en lui prenant les deux mains. Je vais te ramener Grace. » Scarlett le fixa, craignant d'y croire. « Comment peut-il promettre cela? »« Parce que j'ai les moyens, répondit-il d'une voix dure comme l'acier, et parce que je détruirai tous ceux qui t'ont fait ça. » Avant que Scarlett n'ait le temps de répondre, on frappa à la porte. Marco entra avec un petit groupe. Une femme d'âge moyen en tailleur gris, portant une mallette, entre à la première. « Voici Catherine Wells, dit Vincent à Scarlett, ma meilleure avocate. Les autres sont les détectives privés de la famille Moretti. » Catherine salua Scarlett d'un signe de tête, avec un professionnalisme imperturbable. Puis elle se tourna vers Vincent. « De quoi avez-vous besoin? » Vincent se leva, le dos droit, les épaules tendues, dégageant une puissance que Scarlett avait déjà remarquée le soir de leur rencontre. « Je veux tout, dit-il d'une voix froide. Qui est derrière tout ça? Qui a payé? Qui a contacté les services sociaux? Qui a posté la vidéo? Qui a pris les photos? Tout. » Au bout de 24 heures, l'un des détectives prit la parole. « Patron, s'impliquer dans cette affaire pourrait attirer l'attention de la police. »« Je m'en fiche, » l'interrompit Vincent d'un ton tranchant. « Trouvez tout ce que vous pouvez et quand vous aurez trouvé, vous me le direz. » La pièce devint silencieuse. Personne n'osa contester. Vincent se retourna vers Scarlett et à ce moment-là, elle vit deux hommes en lui, le chef mafieux froid que toute la ville craignait et l'homme qui lui avait tenu la main pendant la nuit la plus longue de sa vie. « Ils vont payer, dit-il d'une voix basse mais pleine de promesses. « Jusqu'au dernier, je te le jure. » Scarlett plongea son regard dans ses yeux bleus orageux, et pour la première fois depuis l'enlèvement de Grace, elle sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité. Non pas parce qu'elle croyait en la justice, mais parce qu'elle croyait en l'homme qui se tenait devant elle. L'homme que le monde qualifiait de démon. Mais pour elle, il était la seule lumière qui restait dans la nuit. Exactement 24 heures plus tard, Vincent entra dans la pièce où Scarlett était assise près de la fenêtre, regardant la ville. Elle avait à peine dormi de la nuit, même si Vincent avait essayé de la convaincre de se reposer. Comment pouvait-elle dormir alors que sa fille était quelque part, seule, effrayée, sans sa mère à ses côtés? Lorsqu'elle entendit des pas, elle se retourna et vit que Vincent n'était pas seul. Catherine Wells le suivait, une épaisse mallette à la main, et son expression indiquait qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. « Nous avons tout, » dit Vincent d'une voix calme. Mais dans ses yeux gris tempête, le feu de la fureur de la nuit dernière brûlait toujours. Catherine posa la maillette sur la table et l'ouvrit, étalant des dizaines de pages, des captures d'écran et des relevés bancaires imprimés. Elle regarda Scarlett avec une rare lueur de sympathie sur son visage professionnel et dit « Mademoiselle Hayes, ce que nous avons trouvé est pire que ce que nous avions prévu. » Scarlett s'approcha, le cœur battant à tout rompre. « Pire? Comment? » Catherine désigna la première pile. Ce sont tous les messages échangés entre Derek Sullivan et Megan Hayes au cours des 6 derniers mois. Ils ont planifié tout cela avant que vous n'accouchiez. Derek a été payé pour vous surveiller, prendre des photos, enregistrer des vidéos et tout rapporter à Megan. Au total, il a reçu plus de 15 000 $. Scarlett fixa les messages et se sentit mal. Elle savait que Derek l'avait trahi, mais voir la preuve noir sur blanc la déchirait encore plus. Mais ce n'est pas le pire, continua Catherine en tournant une autre page. Nous avons également trouvé des transactions entre Megan et plusieurs comptes anonymes. Elle a payé un monteur vidéo, des personnes pour créer de faux comptes afin de publier des commentaires haineux et même quelqu'un au sein du CPS pour accélérer le processus d'enquête. Scarlett resta bouche bée. Elle avait soudoyé le CPS. Pas toute l'agence, corrigea Catherine. Juste une personne du service chargée de recevoir les signalements. Cette personne s'est assurée que tous les rapports vous concernant soient signalés comme urgents et transmis à des enquêteurs qui ont tendance à agir rapidement sans vérification minutieuse. Vincent s'approcha et posa une main sur l'épaule de Scarlett, doucement, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre. « Mais il y a plus, dit-il, à propos de ce qui s'est passé il y a 9 ans. » Scarlett se figea.
Elle leva les yeux vers Vincent, puis vers Catherine, le cœur battant à tout rompre. « Tu es au courant? » Catherine sortit un autre paquet, plus ancien. Le papier était jauni sur les bords. Nous avons trouvé les documents originaux que Megan Hayes a utilisés pour t'accuser d'avoir volé de l'argent à la famille il y a 9 ans, et nous avons la preuve que tout cela a été falsifié. Les genoux de Scarlett menaçaient de se dérober sous elle. Elle dut s'agripper au bord de la table pour ne pas tomber. Falsifié? Complètement falsifié, dit Catherine en acquiesçant fermement. Le relevé bancaire a été modifié. La signature était fausse. Il y a même des emails entre Megan et une amie où elle discute de la manière de créer des preuves pour que vous soyez renvoyé. Elle a planifié tout cela pendant des mois avant de passer à l'action. Des larmes coulaient sur les joues de Scarlett. 9 ans, 9 ans à vivre avec la douleur d'avoir été rejetée par sa famille, avec la honte d'avoir été traitée de voleuse, avec la solitude d'avoir tout perdu. Et tout cela reposait sur les mensonges de Megan. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?» Catherine échangea un regard avec Vincent avant de répondre. « D'après ce que nous avons découvert, il semble que Megan Hayes ait toujours été jalouse de vous. Lorsque vous avez été adopté, vous avez reçu l'attention et l'amour qu'elle estimait lui revenir. Elle ne pouvait l'accepter, alors elle a décidé de vous détruire. » Vincent serra légèrement l'épaule de Scarlett. « Mais maintenant, nous connaissons la vérité, » dit-il d'une voix dure et déterminée. « Et nous avons suffisamment de preuves non seulement pour récupérer Grace, mais aussi pour faire en sorte que Megan et Derek payent pour tout ce qu'ils ont fait. » Catherine ferma la mallette. « J'ai préparé la plainte et une requête d'urgence auprès du tribunal. Avec ces preuves, les services sociaux devront vous rendre Grace dans les 48 heures et Megan Hayes sera poursuivie pour diffamation, fraude et préjudice intentionnel. » Scarlett regarda Vincent, puis Catherine, puis les documents sur la table. Pour la première fois en 9 ans, la vérité était de son côté. Pour la première fois, elle ne se battait pas seule. « Merci, » dit-elle d'une voix étranglée. « Merci à vous tous, » dit-elle. Vincent la regarda et quelque chose s'adoucit, rare et précieux, sur son visage habituellement sculpté dans la glace. « Ne me remerciez pas encore, » dit-il. « Nous n'avons pas fini. » Et dans ses yeux gris orageux, Scarlett vit la promesse de vengeance qu'elle savait que Vincent tiendrait. Pendant que Catherine préparait les documents juridiques, Vincent avait son propre travail à faire. Cette nuit-là, dans un entrepôt abandonné au sud de Chicago, Derek Sullivan fut invité par 2 hommes imposants à une réunion qu'il ne pouvait refuser. Lorsque le sac en tissu fut retiré de sa tête, Derek se retrouva assis sur une chaise en bois, les mains liées derrière le dos, face à Vincent Moretti, debout devant lui, les yeux gris orageux et froids comme la glace. « Monsieur Moretti, » balbutia Derek, le visage livide. « Je ne sais pas. Je ne voulais pas dire que vous ne saviez rien, » l'interrompit Vincent d'une voix si calme qu'elle en était terrifiante. « Vous ne saviez pas que vous vendiez des informations sur une femme que je protège. Vous ne saviez pas que vous travailliez avec son ennemi pour détruire sa vie. Vous ne saviez pas que sa fille avait été enlevée à cause de vos actes. » Derek tremblait, les larmes commençant à couler. « Je suis désolé. Je ferai tout ce que vous voulez. Je dirai la vérité à la police. Tu le feras? » Vincent acquiesça. « Tu avoueras tout à propos de Megan, du plan, de l'argent, de tout, et tu le feras non par gentillesse, mais parce que tu m'appartiens désormais. » Derek fixa Vincent, paniqué. « M'appartient? De quoi parles-tu? » Vincent sortit une pile de papiers de sa veste et les jeta aux pieds de Derek. « Ta dette de 50 000 $ envers les usuriers du sud de la ville. Je l'ai racheté. Maintenant, tu es mon débiteur. » Derek regarda les documents, puis Vincent, et comprit à quel point sa situation était désespérée. Vincent Moretti n'était pas le genre de créancier dont on pouvait s'échapper ou avec lequel on pouvait négocier. « Tu as 30 jours pour payer, » dit Vincent sans la moindre pitié. « Et pendant ces 30 jours, tu feras exactement ce que je te dirai. Tu avoueras à la police, tu témoigneras contre Megan, tu disparaîtras à jamais de la vie de Scarlett et Grace. Et si je ne peux pas payer dans 30 jours, demanda Derek, la voix tremblante. Vincent se pencha jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'à quelques centimètres de celui de Derek et parla si doucement que c'était presque un murmure. Alors, les 30 jours deviendront 30 secondes et personne ne te retrouvera jamais. Derek comprit. Il comprit avec une clarté
qu'il n'avait jamais eu pour quoi que ce soit dans sa vie, et il acquiesça, acceptant toutes les conditions sans oser poser d'autres questions. Le lendemain matin, Derek était assis dans un commissariat de police de Chicago, faisant une déposition complète, exactement comme Vincent le lui avait demandé. La police de Chicago arriva au domicile de Megan Hayes avec un mandat d'arrêt. Elle buvait son café du matin et parcourait les réseaux sociaux, lisant les commentaires de soutien, lorsque quelqu'un frappa à la porte. L'expression sur son visage lorsqu'elle vit les policiers debout devant elle avec des menottes était quelque chose que Scarlett aurait tout donné pour voir. Megan Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour diffamation, fraude, falsification et préjudice intentionnel, dit l'officier sans la moindre compassion. Vous avez le droit de garder le silence. Megan a crié, protesté, exigé un avocat, mais rien n'a pu changer son destin. Elle a été conduite hors de la maison devant ses voisins, ces mêmes voisins qui la regardaient désormais d'un œil très différent de celui avec lequel ils avaient regardé les vidéos qu'elle avait postées sur Scarlett. Dans le même temps, Catherine Wells a intenté un procès contre les services sociaux, accusant l'agence d'avoir agi de manière imprudente sur la base de rapports frauduleux et de ne pas avoir vérifié les faits avant de retirer son enfant à sa mère. Elle a également demandé une enquête sur l'employé des services sociaux qui avait accepté des pots de vin de Megan. Avec les preuves indéniables recueillies par les enquêteurs de Vincent, le tribunal n'avait pas le choix. Le juge examina le dossier, étudia les messages, les virements bancaires, les documents falsifiés et le témoignage de Derek Sullivan, et en moins de 48 heures, l'ordonnance de garde temporaire fut annulée. Le bébé devait être rendu immédiatement à sa mère, déclara le juge d'une voix sévère, et le CPS ferait l'objet d'une enquête approfondie sur sa gestion de cette affaire. Vincent se tenait aux côtés de Scarlett dans le salon de l'appartement terrasse lorsque Catherine appela pour lui annoncer la nouvelle. Scarlett le regarda, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Cette fois, c'étaient des larmes d'espoir, de soulagement, de conviction que peut-être le monde était encore juste quelque part. « Ils vont me rendre ma grâce », murmura-t-elle, comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Demain. Vincent acquiesça, et sur ce visage habituellement sculpté dans la glace, Scarlett vit un léger sourire. « Je t'avais dit qu'il payerait. » Scarlett le regarda, l'homme que toute la ville qualifiait de diable, l'homme que les médias décrivaient comme impitoyable et dangereux. Mais pour elle, c'était celui qui l'avait sauvée, qui s'était battu pour elle et qui lui avait rendu justice alors que personne d'autre ne l'avait fait. « Merci », dit-elle d'une voix étranglée. « Je ne sais pas quoi dire d'autre, sauf merci. » Vincent leva la main et essuya doucement les larmes sur sa joue. « Tu n'as rien à dire, » répondit-il. « Prépare-toi simplement à ramener ta fille à la maison. » « À la maison, » répéta Scarlett. Et pour la première fois depuis des années, ces mots avaient un sens réel. Car pour elle, désormais, sa maison n'était plus cet appartement sordide où elle avait été maltraitée et trahie. La maison était là où se trouvait Grace. Et peut-être que la maison était aussi là où se trouvait Vincent. Le lendemain matin, Scarlett se tenait dans le bureau des services sociaux, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle n'avait pas dormi de la nuit, non pas à cause du désespoir comme les nuits précédentes, mais à cause d'un mélange agité d'espoir et de peur. Elle était terrifiée à l'idée que quelque chose tourne mal à la dernière minute, terrifiée à l'idée que quelqu'un change d'avis, terrifiée à l'idée que tout cela ne soit qu'un rêve et qu'elle se réveille dans cet appartement vide, seule, sans Grace. Vincent se tenait juste à côté d'elle, silencieux mais solide comme un roc. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Catherine Wells se tenait derrière eux, sa mallette à la main, prête à intervenir en cas de problème. Mais il n'y eut aucun problème. La porte du bureau s'ouvrit et Patricia Morgan entra. La femme qui avait pris Grace des bras de Scarlett quelques jours auparavant arborait désormais une expression complètement différente. Le masque froid et professionnel avait disparu. À sa place, elle affichait une honte et un regret qu'elle essayait de cacher, mais qu'elle ne parvenait pas à dissimuler complètement. « Mademoiselle Hayes, nous sommes profondément désolés pour ce qui s'est passé, » dit Patricia d'une voix plus faible qu'auparavant. « Nous avons été induits en erreur par des rapports frauduleux et nous n'avons pas vérifié les faits correctement avant d'agir. Nous espérons que vous accepterez nos excuses les plus sincères. » À ce moment-là, une infirmière entra dans la pièce et dans ses bras se trouvait Grace, sa fille,
le bébé pour lequel elle avait pleuré toutes les larmes de son corps, qui lui manquait, le bébé qu'elle pensait ne jamais revoir. Le monde autour de Scarlett disparut. Elle ne vit pas Patricia continuer à s'excuser. Elle ne vit pas Catherine hocher la tête avec une satisfaction tranquille. Elle ne vit pas Vincent la regarder avec une douceur rare dans les yeux. Elle ne vit que Grace. Elle s'avança, les jambes tremblantes, et tendit les bras pour prendre sa fille des bras de l'infirmière. Au moment où Grace se blottit dans ses bras, au moment où Scarlett sentit cette petite chaleur familière, au moment où elle respira le parfum qui lui avait manqué jusqu'à la rendre folle, tout en elle se brisa. Des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Les larmes d'une mère qui tenait dans ses bras l'enfant qu'elle croyait avoir perdu. Les larmes d'une mère qui se sentait à nouveau entière après avoir été déchirée. « Grace », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « mon bébé, maman est là. Maman est là maintenant. » Grace la regarda de ses yeux bleus clairs et, comme si elle reconnaissait sa mère, elle cessa de pleurer. Un petit sourire illumina son visage, et Scarlett aurait juré que c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue de sa vie. Elle serra Grace contre sa poitrine, fermement mais délicatement, de peur de lui faire mal, mais terrifiée à l'idée de la lâcher ne serait-ce qu'une seconde. Elle pleura et sourit en même temps, embrassant le front, les joues et les cheveux soyeux de sa fille. « Je suis désolée », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. Je suis désolée que tu aies dû t'éloigner de moi. Je te le jure. Je te jure qu'à partir de maintenant, personne ne t'éloignera plus jamais de moi. » Elle sentit une main se poser sur son épaule, chaude et ferme. Elle leva les yeux et vit Vincent debout devant elle, ses yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Doux, paisible, comme s'il pouvait lui aussi ressentir son bonheur. « Elle est de retour avec toi », dit-il d'une voix basse et chaleureuse. Scarlett acquiesça, incapable de parler car sa gorge était encore serrée par l'émotion. Elle resta là, debout, serrant sa fille dans ses bras, s'appuyant sur la main ferme de Vincent, posée sur son épaule, laissant ses larmes couler librement. Une fois les formalités administratives terminées, ils quittèrent le bureau des services sociaux. Scarlett porta Grace à la lumière du soleil et prit une profonde inspiration. L'air n'avait jamais été aussi doux. La lumière n'avait jamais été aussi éclatante. Le monde n'avait jamais semblé aussi beau. Vincent lui ouvrit la portière de la voiture et, lorsqu'elle s'installa avec Grace dans les bras, il s'assit à côté d'elle. « Où veux-tu aller » demanda-t-il doucement. Scarlett resta silencieuse pendant un moment. Elle n'avait pas de maison où retourner. L'ancien appartement n'était plus un endroit où elle pouvait supporter de retourner. Il renfermait trop de souvenirs douloureux, trop de peur, trop de ténèbres. « Je ne sais pas », admit-elle honnêtement. « Je n'ai nulle part où aller. » Vincent la regarda, puis regarda Grace, qui dormait paisiblement dans ses bras. Il resta silencieux pendant un long moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis il dit d'une voix basse mais assurée, « Tu peux venir chez moi, pas seulement temporairement, reste aussi longtemps que tu veux. » Scarlett le regarda, surprise. Vincent continua, sans la quitter des yeux. « J'ai beaucoup de chambres, tu auras ton propre espace, tu n'auras à te soucier de rien et Grace sera en sécurité. Personne ne pourra vous toucher tant que vous serez avec moi. » Elle scruta ses yeux gris tempête à la recherche d'un signe indiquant qu'il attendait quelque chose en échange. Mais elle ne trouva rien d'autre que de la sincérité. Elle sourit, son premier vrai sourire depuis des semaines. « Rentrer à la maison, ça me semble bien, dit-elle. » Et pour la première fois, le mot « maison » n'était plus une idée vide de sens. 3 mois passèrent comme un rêve que Scarlett n'osait pas croire réel. Elle vivait dans l'appartement terrasse de Vincent, avec une chambre privée pour elle et Grace, et tout ce dont elle avait besoin sans avoir à se soucier de l'argent ou de la sécurité. Mais plus que tout, elle avait retrouvé un sentiment qu'elle avait oublié depuis très, très longtemps. Vincent lui proposa un emploi au sein de la fondation caritative de la famille Moretti, un fonds dédié à l'aide aux femmes et aux enfants victimes d'abus. « Je sais ce que ça fait », lui dit-il en lui faisant cette proposition. « Tu peux aider d'autres personnes à surmonter ce que tu as vécu. » Scarlett accepta sans hésiter. Pour la première fois de sa vie, elle avait un but. Elle ne se contentait plus de survivre au jour le jour. Elle vivait vraiment. Un après-midi, alors que Scarlett allaitait Grace près de la fenêtre en regardant la ville, son téléphone vibra, affichant un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre,
mais quelque chose la poussa à décrocher. C'est Scarlett. Le silence se prolongea pendant quelques secondes, puis une voix familière se fit entendre, tremblante et baignée de larmes. « Ma chérie, c'est maman. » Le cœur de Scarlett sembla s'arrêter. Madame Hayes, la femme qui l'avait élevée, la femme qui avait cru Meghan et l'avait chassée il y a 9 ans. « Maman !» murmura Scarlett, ne sachant pas quoi dire. « Je suis désolée, ma chérie. » Madame Hayes pleura au téléphone. « J'ai lu les nouvelles. Je sais tout maintenant. Meghan m'a menti. Elle nous a tous menti. Je t'ai chassé à cause de ces mensonges. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Scarlett resta assise en silence, les larmes coulant sur ses joues. 9 ans. 9 ans à vivre avec la douleur d'avoir été rejetée par sa famille. Et maintenant, enfin, la vérité avait été révélée. « Pouvez-vous me pardonner ?» Madame Hayes demanda d'une voix désespérée. « Je sais que je ne le mérite pas, mais... » Scarlett prit une lente inspiration. Elle baissa les yeux vers Grace qui dormait paisiblement dans ses bras, et elle comprit que la haine ne faisait que blesser celui qui la nourrissait. « J'ai besoin de temps, dit-elle honnêtement, mais je ne vous déteste pas, et peut-être qu'un jour nous pourrons recommencer à zéro. » Les sanglots de Madame Hayes résonnèrent au téléphone, mais cette fois, c'étaient des sanglots de soulagement et d'espoir. Cette nuit-là, Scarlett se tenait sur le balcon du penthouse, contemplant Chicago qui scintillait de 1000 feux. Grace dormait paisiblement dans sa chambre, et Scarlett profitait d'un rare moment pour elle-même. Elle repensait à tout ce qui s'était passé, au chemin douloureux qui l'avait menée ici, quand des pas familiers retentirent derrière elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Vincent en venant se placer à côté d'elle. Scarlett secoua la tête. « Je réfléchis à quoi? À pourquoi tu t'es arrêtée cette nuit-là? » Elle se tourna pour le regarder sur le trottoir. « Pourquoi tu n'es pas parti comme tout le monde? » Vincent resta silencieux pendant un long moment, les yeux gris fixés au loin. Puis il parla, d'une voix plus basse et plus sincère qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que tu m'as regardé comme si je pouvais être un homme bon, pas un chef de la mafia, pas le diable que les gens craignent, juste un homme qui pouvait t'aider. Et j'avais oublié ce que ça faisait. » Scarlett le regarda dans les yeux et y vit la solitude qu'il cachait depuis des années. Elle y vit le désir d'être considérée comme une personne et non comme un symbole de peur. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. « Non. » Vincent secoua légèrement de la tête. « Tu t'es sauvé toi-même. Je me suis juste tenu à tes côtés. » Elle sourit et ne sut dire lequel des deux s'était penché le premier, mais leurs lèvres se rencontrèrent, douces et tendres comme une promesse. Leur premier baiser n'était ni avide ni exigeant. C'était simplement la certitude tranquille qu'ils s'étaient trouvés dans l'obscurité et qu'ils n'allaient pas se lâcher. À partir de ce moment, Scarlett sut qu'elle avait trouvé son foyer. Pas un lieu, mais une personne. Parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins est celle qui est envoyée pour réécrire l'histoire de notre vie. Parfois, un ange porte les vêtements d'un démon, et parfois, le moment le plus désespéré devient le début d'une destinée. La trahison peut vous détruire, mais la vérité vous reconstruira. Ce n'est pas l'amour qui vous sauve. L'amour est ce qui arrive après que vous vous soyez sauvé vous-même. Calme et constant, il vous choisit sans condition. L'histoire de Scarlett et Vincent nous rappelle que peu importe à quel point la vie vous enfonce, il y a toujours un chemin pour remonter. Que les personnes en qui vous avez confiance peuvent vous trahir, mais qu'il y aura aussi des étrangers prêts à vous tenir la main dans l'obscurité. Que vous méritez d'être aimé, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez vécu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous partageons chaque jour. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà vécu un moment où vous pensiez ne pas pouvoir survivre, mais où la vie vous a réservé un miracle inattendu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment entendre les histoires qui viennent du plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles remplis de sérénité. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.